milliardaire épouse une mendiante laide par Paris. Mais lorsque vient la nuit de noces, il découvre que, si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Les lumières de l'hôtel Ritz brillaient avec une intensité extraordinaire en cette soirée de gala. Le salon principal, décoré d'arrangements d'orchidées blanches et de cristaux Swarovski, reflétait le luxe et l'opulence caractéristiques de la haute société parisienne. Mathieu Lefebvre ajustait pour la 3e fois le nœud de sa cravate Hermès devant le miroir doré du hall. Ses doigts, bien que fermes, trahissaient une inquiétude inhabituelle pour quelqu'un si habitué au projecteur. La fête de fiançailles. Qui devait célébrer son union avec Camille Dubois, héritière de l'un des plus grands empires commerciaux du pays, serait la cerise sur le gâteau de son ascension sociale. À 35 ans, Mathieu avait bâti son propre empire, transformant des investissements risqués en succès retentissants. Son nom était synonyme de pouvoir, d'influence et, surtout, de contrôle absolu. Les premiers invités commençaient à arriver, et le bourdonnement élégant remplissait l'atmosphère. Des personnalités de la haute société en robe de créateur, des hommes d'affaires arborant des montres qui coûtaient de petites fortunes et des politiciens aux sourires étudiés composaient le décor parfait que Mathieu avait méticuleusement planifié. Chaque détail de cette soirée avait été pensé pour consolider sa position au sommet de la pyramide sociale. « Monsieur Lefebvre, Mademoiselle Dubois vient d'arriver », annonça le maître de cérémonie, interrompant ses pensées. Mathieu acquiesça d'un demi-sourire, ajustant une fois de plus sa veste sur mesure. Le murmure de la foule s'intensifia lorsque Camille entra dans la salle, éblouissante dans sa robe rouge Valentino. La fiancée traversa le salon avec la grâce typique de quelqu'un qui est né et a grandi parmi les privilèges. Son sourire, normalement calculé, semblait différent ce soir-là. Il y avait quelque chose d'énigmatique, presque provocateur dans ses yeux. Mathieu, expert en lecture des personnes et des situations, ressentit un léger malaise, mais l'attribua rapidement à la nervosité pré-festive. « Chérie », Camille le salua d'un baiser froid sur la joue, « nous devons faire notre discours rapidement. J'ai un engagement urgent plus tard. » La phrase, apparemment innocente, portait un ton que Mathieu ne parvint pas à déchiffrer. Avant qu'il ne puisse l'interroger, elle s'était déjà dirigée vers le centre du salon, où un microphone était stratégiquement positionné. Les 6 coupes de champagne furent distribuées, et le bourdonnement cessa progressivement lorsque Camille signala qu'elle allait prendre la parole. Mathieu marcha jusqu'à elle, gardant le sourire parfaitement étudié qui le caractérisait tant. Les caméras des principaux chroniqueurs mondains étaient toutes dirigées vers le couple. « Bonsoir à tous », commença Camille, sa voix mélodieuse résonnant dans le système sonore. « Je vous remercie infiniment pour votre présence en cette soirée si spéciale. » Elle fit une pause dramatique, ses yeux parcourant l'assistance. « Comme vous le savez, nous sommes ici pour célébrer mes fiançailles avec Mathieu Lefebvre, un homme que tous connaissent pour sa capacité extraordinaire à transformer tout ce qu'il touche en or. » Mathieu sourit, satisfait de l'introduction. Son regard parcourut la salle, remarquant avec plaisir les signes d'approbation des invités. Le moment était exactement comme il l'avait planifié. Cependant, poursuivit Camille, sa voix prenant un ton différent, il y a quelque chose que je dois partager avec vous tous. Le sourire de Mathieu se figea. Après des mois de réflexion, j'ai réalisé que je ne peux pas poursuivre ces fiançailles. Le silence qui suivit fut assourdissant. Mathieu sentit le sol disparaître sous ses pieds, mais maintint sa posture droite, son visage affichant un masque de sang-froid. Mathieu. Lefebvre est, sans aucun doute, un homme extraordinaire à bien des égards. Il sait exactement comment manipuler les chiffres, les actions et les investissements. Il sait précisément comment transformer des entreprises en faillite en succès retentissant. Camille fit une pause calculée. Mais il y a une chose que Mathieu ne sait pas faire, aimer. Les flashs des appareils photo commencèrent à crépiter frénétiquement. Le bourdonnement s'amplifia dans la salle et Mathieu pouvait voir les téléphones portables se lever pour enregistrer le moment. Cet homme, continua-t-elle en le désignant, voit les relations comme des transactions commerciales. Pour lui, un mariage n'est rien de plus qu'une fusion d'entreprises réussies, et je refuse d'être un actif de plus dans son portefeuille d'investissement. Mathieu resta immobile,
son visage arborant un masque d'indifférence qui lui coûtait tout son sang-froid à maintenir. Dans ses oreilles, le bruit des chuchotements et des rires étouffés grandissait comme une vague. « Alors, chers invités, je vous prie de m'excuser de vous avoir fait venir ici sous de faux prétextes. Il n'y aura pas de fiançailles aujourd'hui. Il n'y aura pas de mariage. Ce qu'il y aura, c'est une femme choisissant son propre bonheur plutôt qu'un contrat social. » Sur ces mots, Camille retira sa bague de fiançailles, une pièce exclusive d'émeraude et de diamants, et la posa sur la table la plus proche. Le son du bijou touchant le marbre sembla résonner dans toute la salle. Mathieu observa, mêlant horreur et fascination, tandis que sa fiancée, désormais ex-fiancée, marchait vers la sortie du salon, sa robe rouge ondulant comme un drapeau de guerre. Le silence qui suivit ne dura que quelques secondes avant que le brouhaha n'explose en proportions assourdissantes. Son téléphone vibrait déjà sans cesse dans sa poche, sans doute avec des notifications des réseaux sociaux et des messages de ses attachés de presse. En quelques minutes, il savait que la vidéo de son humiliation publique circulerait dans tous les groupes WhatsApp de la haute société parisienne. 3 jours s'étaient écoulés depuis le désastre au Ritz. Mathieu s'était réfugié dans son penthouse de l'avenue Montaigne, ignorant les centaines d'appels et de messages qui ne cessaient d'arriver. Les gros titres des principaux sites de potins ne parlaient que de cela. Le milliardaire sans cœur, Mathieu Lefebvre, l'homme qui ne sait pas aimer, la fiancée qui a dit non à l'Empire Lefebvre. Ce matin-là, en observant le lever du soleil depuis la terrasse de son appartement, quelque chose en lui se brisa. Ce n'était pas seulement sa réputation qui était en jeu, c'était sa fierté, son essence. Les paroles de Camille résonnaient dans son esprit comme un mantra cruel, un homme incapable d'aimer. Impulsivement, il enfila sa tenue de course et décida de sortir. Il avait besoin de s'éclaircir l'esprit, et la promenade de Saint-Germain-des-Prés avait toujours été son refuge dans les moments difficiles. Le soleil était encore bas à l'horizon lorsque ses pieds touchèrent les pavés. Il courut comme s'il pouvait laisser derrière lui toute l'humiliation des derniers jours. C'est alors qu'il la vit pour la première fois. Près d'un café de la rue de Seine, une jeune femme exécutait des mouvements qui ressemblaient à une danse. Même avec des vêtements simples et usés, il y avait une élégance naturelle dans ses gestes. Ses bras bougeaient avec la grâce d'une ballerine, tandis que ses pieds nus dessinaient des motifs sur le sol. Mathieu ralentit, intrigué. La femme ne semblait pas se soucier des regards curieux des rares passants matinaux. Elle était absorbée dans sa propre performance, comme si le monde alentour n'existait pas. Il y avait quelque chose d'hypnotisant dans la façon dont elle bougeait, une dignité qui contrastait fortement avec sa situation apparente. Il s'arrêta complètement, l'observant avec un intérêt croissant. Un vendeur ambulant s'approcha d'elle, lui offrant de l'eau. À sa surprise, la jeune femme déclina avec un sourire gentil et un « merci beaucoup », prononcé avec une diction étonnamment claire. Ce fut à ce moment qu'une idée commença à se former dans son esprit, une idée absurde, risquée et potentiellement brillante. Si Camille l'accusait d'être incapable de se connecter émotionnellement avec les gens, il prouverait le contraire, et il le ferait de la manière la plus extraordinaire possible. Il s'approcha d'elle avec prudence, remarquant que, de près, ses traits étaient encore plus intéressants. Il y avait une résistance dans son regard, une force que les adversités de la vie n'avaient pas réussi à effacer. « Bonjour », commença-t-il, gardant une distance respectueuse. « Pardonnez mon intrusion, mais je n'ai pu m'empêcher de remarquer vos mouvements. Avez-vous une formation en danse ?» La femme le regarda avec un mélange de surprise et de méfiance. Ses yeux, d'un brun profond, l'évaluèrent pendant quelques secondes avant de répondre. « J'en ai eu une », répondit-elle simplement, sa voix étonnamment mélodieuse. « Dans une autre vie. Je m'appelle Mathieu », se présenta-t-il, omettant délibérément son nom de famille. « Et vous êtes ?»« Sophie », répondit-elle, maintenant toujours une posture défensive, mais sans hostilité. Mathieu respira profondément, sachant que ses prochains mots pourraient sembler complètement insensés. « Sophie, je vais être direct. J'ai une proposition à vous faire. Une proposition qui pourrait changer votre vie. » Elle arqua un sourcil, un geste qui, même dans sa situation actuelle, portait une élégance naturelle. Quel genre de proposition? Une chance de recommencer. 30 jours sous mon toit avec des cours d'étiquette, de diction, de mode, tout ce qui sera nécessaire pour vous transformer en une dame de la haute société. Il fit une pause,
observant sa réaction. À la fin de cette période, il y aura un mariage, public avec couverture médiatique. En échange, vous recevrez une somme suffisante pour changer complètement votre réalité. Sophie le dévisagea en silence, pendant de longues secondes, ses yeux ne quittant jamais les siens. Quand elle parla, enfin sa voix avait un ton de défi. « Et qu'est-ce qui vous fait penser que j'accepterais d'être votre expérience sociale? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de vous ou de moi, » répondit Mathieu, surpris par sa propre sincérité. « Il s'agit de prouver que les transformations sont possibles, que les gens peuvent changer, évoluer, surprendre. » Sophie fit un pas en avant, et Mathieu remarqua que, même dans sa situation actuelle, elle maintenait une posture droite, presque majestueuse. « J'ai mes conditions », déclara-t-elle, sa voix ferme. Et quelles seraient-elles? Respect absolu, liberté de choix dans toutes les décisions, et elle fit une pause significative. Une partie de l'argent doit être destinée à la création d'un projet social pour les femmes en situation vulnérable. Mathieu sentit un sourire sincère se former sur ses lèvres pour la première fois depuis des jours. Cette femme était bien plus que ce qu'elle semblait être. Nous avons un accord, il tendit la main. Le luxueux appartement de Mathieu sur l'avenue Montaigne semblait une planète différente pour Sophie. Tandis que l'ascenseur privé montait jusqu'au penthouse, elle observait son reflet dans le miroir, consciente du contraste entre son apparence actuelle et l'environnement sophistiqué. Pourtant, elle maintenait la posture droite, une réminiscence, des années de ballet que même les adversités n'avaient pu effacer. « Voici votre chambre », annonça Mathieu, ouvrant la porte d'une suite plus grande que n'importe quel endroit où Sophie avait vécu ces dernières années. La décoration en tons de bleu et blanc était élégante, sans être ostentatoire, et la vue sur Paris était à couper le souffle. « Les cours commencent demain », poursuivit-il, tandis que Sophie absorbait chaque détail de l'environnement. « Élise Moreau sera votre mentor principal. Elle était l'un des plus grands mannequins du pays. » Quelque chose dans le ton de voix de Mathieu lorsqu'il mentionnait Élise attira l'attention de Sophie, mais elle garda cette observation pour elle-même. « Dans le dressing, vous trouverez quelques pièces basiques pour commencer. » Il fit un geste vers une porte-miroir. « Une styliste personnelle viendra aujourd'hui pour vous aider avec le reste. » De la garde-robe. N'hésitez pas à prendre un bain et à vous reposer. Le dîner sera servi à 20h. Sophie attendit que Mathieu sorte pour finalement laisser ses émotions apparaître. Ses mains tremblaient légèrement quand elle touchait les draps en coton égyptien du lit king size. C'était surréaliste d'être là, comme si elle avait traversé un portail vers une autre dimension. Elle se dirigea vers la salle de bain, attenante, et en découvrant l'immense baignoire à hydromassage, sentit des larmes silencieuses couler sur son visage. Ce n'étaient pas des larmes de joie ou de tristesse, mais d'une émotion complexe qu'elle ne savait pas nommer. Le contraste entre sa réalité des dernières années et ce nouveau décor était écrasant. Pendant que la baignoire se remplissait, Sophie réfléchissait aux événements qui l'avaient amenée jusqu'ici. Elle se souvint du projet culturel où elle dansait, des représentations pour les enfants de la banlieue, des rêves interrompus lorsque le financement avait été coupé. La spirale de difficultés qui avait suivi semblait maintenant un cauchemar, lointain bien que cela ne fasse que 2 ans. Le bain fut presque médicinal. En sortant, elle trouva dans le dressing une sélection de vêtements dans des tons neutres, pantalons, chemisiers et robes simples mais de marque chère. Elle choisit une robe bleu marine qui lui allait étonnamment bien. Son reflet dans le miroir révélait une femme qu'elle ne reconnaissait presque plus, mais dont les yeux gardaient la même détermination que toujours. À 20h précises, Sophie descendit pour le dîner. La table était dressée pour 2 avec une élégance discrète qui semblait être la marque de fabrique de cette maison. Mathieu l'attendait déjà, portant des vêtements plus décontractés qui contrastaient avec le costume impeccable du matin. « Vous semblez plus à l'aise », commenta-t-il, indiquant la chaise où elle devait s'asseoir. « La robe vous va parfaitement. »« Merci », répondit Sophie, observant les multiples couverts disposés à côté de l'assiette en porcelaine française. « J'avoue être un peu intimidé par tout cet apparat. » Mathieu sourit, pour la première fois de façon sincère. « C'est pourquoi Élise commencera par les cours d'étiquette demain. Mais pour ce soir, ne vous inquiétez pas. Dînez simplement. » Pendant le repas,
ils parlèrent de sujets superficiels, testant les limites de ce partenariat étrange. Sophie remarqua que Mathieu évitait de parler de lui-même, dirigeant toutes les questions vers elle. C'était comme s'il menait un entretien très bien déguisé en dîner décontracté. « Pourquoi dansez-vous encore dans la rue ?» demanda-t-il soudainement, la surprenant. Sophie posa délicatement sa fourchette, un geste qui démontrait sa grâce naturelle. Parce que la danse n'est pas quelque chose que nous faisons seulement sur des scènes ou dans des studios. C'est une façon d'exister dans le monde. Même sans avoir un lieu pour m'entraîner, mon corps a encore besoin de ce dialogue avec l'espace. Mathieu l'observa avec un intérêt renouvelé. Vous parlez comme une artiste. Et vous parlez comme quelqu'un qui n'a jamais permis à l'art de toucher sa vie, répondit-elle, soutenant son regard. Un silence dense s'installa entre eux. Sophie comprit qu'elle avait touché un point sensible, mais ne le regrettait pas. S'ils allaient cohabiter pendant 30 jours, il valait mieux établir dès le début qu'elle ne serait pas simplement une marionnette dans son expérience sociale. Le moment fut interrompu par l'arrivée de Martine, la gouvernante, apportant le dessert. « Monsieur Lefebvre, Madame Élise Moreau a confirmé qu'elle sera ici demain à 9 h, annonça-t-elle, servant 2 coupes de mousse au chocolat. « Parfait, répondit Mathieu, regardant toujours Sophie. « Demain, votre transformation commence, officiellement. » Sophie goûta le dessert en silence, pensant que la véritable transformation ne serait peut-être pas exactement celle que Mathieu planifiait. Il y avait quelque chose dans l'air, une énergie particulière qui suggérait que les 30 prochains jours réservaient des surprises à tous les participants. Élise Moreau arriva ponctuellement à 9 h le lendemain matin. À 45 ans, elle conservait l'élégance qui avait fait d'elle une icône de la mode française dans les décennies précédentes. Ses yeux verts, profonds et expérimentés, analysèrent Sophie avec un intérêt sincère, tandis que Mathieu faisait les présentations dans le bureau. « Alors c'est vous, le nouveau projet de Mathieu », commenta Élise, sa voix grave et mélodieuse, portant un ton que Sophie ne parvint pas à déchiffrer. Il y avait quelque chose d'ironique, peut-être même provocateur, dans la façon dont elle regarda Mathieu en prononçant le mot « projet ». « En fait, » répondit Sophie, gardant le menton, « relevez, je suis une personne, pas un projet. Et j'ai accepté de participer à cet accord pour mes propres raisons. » Un sourire subtil apparut sur les lèvres d'Élise. « Intéressant, » murmura-t-elle, lançant un regard significatif à Mathieu. « Vous avez toujours eu un talent spécial pour trouver des personnes surprenantes, n'est-ce pas, Mathieu ?» Le milliardaire ajusta sa cravate, un geste que Sophie commençait déjà à reconnaître comme un signe de malaise. « Je vais vous laisser tranquille, » dit-il, se dirigeant vers la porte. « J'ai des réunions importantes aujourd'hui. » Dès que Mathieu sortit, Élise se détendit visiblement. Elle s'assit dans l'un des fauteuils en cuir et fit signe à Sophie de faire de même. « Maintenant, nous pouvons parler vraiment, » dit-elle, son ton changeant pour quelque chose de plus chaleureux et sincère. « Vous et Mathieu avez une histoire, » affirma Sophie, non comme une question, mais comme une constatation. Élise rit doucement. « Perspicace. Oui, nous avons une histoire. Et c'est exactement pour cela que je suis ici, parce que je sais exactement ce que c'est que de faire partie des projets de Mathieu Lefebvre. » Durant les 2 heures suivantes, Élise mena une conversation qui oscillait entre leçons d'étiquette et révélations subtiles sur le monde dans lequel Sophie était sur le point d'entrer. Elle parla des codes non écrits de la haute société, de la façon dont le vrai pouvoir se manifestait rarement de manière ostentatoire, de comment les sourires les plus larges cachaient souvent les pires intentions. « Vous avez une posture naturellement élégante, » observa Élise, tandis que Sophie s'exerçait à s'asseoir correctement. « Vous étiez ballerine, n'est-ce pas? Comment le savez-vous? » La façon dont vous vous déplacez. Vos gestes ont une grammaire propre. Élise fit une pause, l'observant attentivement. « Pourquoi avez-vous arrêté ?» Sophie sentit le poids familier du souvenir dans sa poitrine. « Le projet où je dansais a perdu son financement. C'était un travail social avec des enfants de banlieue. Quand ça s'est terminé, c'était comme si un morceau de moi avait été arraché. » Élise acquiesça, compréhensive. « Je sais bien ce que c'est que d'avoir sa passion transformée en impossibilité. Après avoir dénoncé les abus dans l'industrie de la mode, beaucoup de portes se sont fermées pour moi. Est-ce pour cela que vous avez accepté d'aider avec cette situation ?»
J'ai accepté parce que, contrairement à ce que pense Mathieu, vous n'avez pas besoin d'être transformé, répondit Élise, ses yeux verts fixés sur Sophie. Vous possédez déjà tout ce qui est nécessaire. Vous avez juste besoin de le redécouvrir. Le reste de la matinée fut consacré à des leçons pratiques. Comment tenir correctement les couverts, comment se comporter dans différentes situations sociales, comment moduler sa voix pour différents contextes. Sophie absorbait tout avec une facilité qui surprenait même Élise. « Vous avez un don naturel pour cela », commenta le mentor pendant le déjeuner qui servait de leçon pratique d'étiquette à table. « C'est comme si votre corps se souvenait d'une vie antérieure. » Peut-être est-ce parce que je ne me suis jamais vraiment senti appartenir à aucun monde, réfléchit Sophie, manipulant les couverts avec une confiance croissante. Ni quand je dansais professionnellement, ni quand j'étais dans la rue. J'ai toujours été une observatrice. L'après-midi, elles furent interrompues par l'arrivée d'une équipe de stylistes personnels et de conseillers en images. Élise prit naturellement le commandement de la situation, guidant l'équipe sur la façon de mettre en valeur la beauté naturelle de Sophie sans la transformer en une copie des mondaines parisiennes. L'objectif n'est pas d'effacer qui vous... C'est, expliqua Élise pendant qu'elle sélectionnait des vêtements, mais de vous donner les outils pour naviguer dans ce nouvel environnement sans perdre votre essence. À la fin de la journée, lorsque la dernière consultante était déjà partie, Élise et Sophie partageaient un thé sur la terrasse, observant le soleil se coucher sur Paris. Le silence entre elles était confortable, comme si elles se connaissaient depuis des années. « Sophie, dit finalement Élise, son ton plus sérieux, il faut que vous compreniez une chose. Mathieu n'est pas un homme mauvais, mais il vit dans un monde où les gens sont vus comme des pièces sur un échiquier. Faites attention à ne pas devenir juste une pièce de plus dans son jeu. » Sophie absorba l'avertissement en silence, ses yeux fixés sur l'horizon où le ciel rencontrait les toits de Paris. « Peut-être, répondit-elle après un moment, que c'est lui qui doit apprendre que certaines pièces ont une vie propre. Il y a ça. » Première semaine d'entraînement intensif touchait à sa fin lorsque Sophie reçut une nouvelle inattendue pendant le petit déjeuner. Mathieu, qui était rarement présent au repas, entra dans la salle à manger avec une expression tendue sur le visage. « Vos cours de posture commencent cet après-midi, » annonça-t-il, s'asseyant à table. « Le professeur arrivera à 14 heures. » Sophie remarqua quelque chose de différent dans son ton de voix. « Et quel est le problème ?»« Il n'y a aucun problème, » répondit rapidement Mathieu, mais la façon dont il évitait son regard disait le contraire. « C'est juste... Eh bien, je viens de découvrir qui est le professeur. Apparemment, Élise l'a recommandé. » Avant que Sophie ne puisse en demander davantage, Élise entra dans la pièce, sa présence élégante remplissant l'espace. « Ah, je vois que vous lui parlez déjà du professeur Pierre, » commenta-t-elle, un sourire énigmatique sur les lèvres. Le nom frappa Sophie comme un éclair. Sa tasse trembla légèrement quand elle la posa sur la soucoupe. « Pierre Renard ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Vous vous connaissez ?» interrogea Mathieu, son intérêt clairement éveillé par la réaction de Sophie. « Pierre était mon professeur de ballet dans le projet social, » répondit Sophie, ses mains maintenant fermement entrelacées sur ses genoux. « Il est l'un des meilleurs professeurs que j'ai jamais connus. » Élise observait la scène avec intérêt. « Le monde est vraiment petit, » commenta-t-elle, se servant un café. « Pierre donne des cours dans une école de quartier maintenant. Quand j'ai mentionné que nous avions besoin de quelqu'un pour travailler sur la posture et le mouvement, il a été la première personne qui m'est venue à l'esprit. » Le reste de la matinée passa comme un flou pour Sophie. Tandis qu'elle pratiquait la diction avec Élise, son esprit vagabondait vers les souvenirs des répétitions dans le projet social, des représentations pour la communauté, des rêves qu'il partageait de transformer des vies par la danse. À 14 heures précises, la sonnette retentit. Sophie était dans le bureau, essayant de se concentrer sur un livre d'étiquette quand elle entendit la voix familière résonner dans le couloir. Son cœur s'accéléra. Pierre Renard entra dans la pièce comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. À 45 ans, il conservait toujours la posture impeccable de danseur, mais ses yeux portaient une tristesse que Sophie ne se souvenait pas avoir vue auparavant. « Sophie », dit-il simplement, sa voix étranglée par l'émotion. « Professeur », répondit-elle, se levant instinctivement en première position de ballet, une habitude qu'elle n'avait jamais perdue. «
Vous êtes en vie, murmura-t-il, faisant un pas dans sa direction. Après la fin du projet, j'ai cherché tout le monde. Certains, j'ai pu les aider à se replacer dans d'autres écoles, mais vous aviez simplement disparu. Sophie sentit les larmes brûler ses yeux. Je ne pouvais pas. Je n'ai pas pu continuer. La danse était tout pour moi. Quand nous avons perdu l'espace, le financement, les costumes, c'était comme perdre mon identité. Élise et Mathieu observèrent la scène en silence depuis la porte. C'était la première fois que Sophie parlait ouvertement de son passé. « Mais vous n'avez jamais cessé de danser, n'est-ce pas ?» demanda Pierre, un sourire compréhensif sur son visage. « Je sais que non. La danse est en vous, Sophie. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend ou qu'on perd. C'est quelque chose qu'on est. »« Comment le savez-vous » demanda-t-elle, essuyant discrètement une larme. « Parce que votre posture est toujours parfaite. Vos mouvements ont toujours la même grâce qu'avant. Même maintenant, immobile, votre corps parle le langage de la danse. » Mathieu s'éclaircit légèrement la gorge, rappelant à tous sa présence. « Peut-être devrions-nous commencer la leçon » suggéra-t-il, son ton professionnel contrastant avec l'émotion du moment. « Bien sûr » acquiesça Pierre, reprenant sa posture professionnelle. « Sophie, commençons par quelques exercices d'alignement de base. Je veux voir comment votre corps a réagi à toutes ces années. » Les 2 heures suivantes furent une redécouverte. Sophie sentait chaque muscle de son corps s'éveiller avec les exercices familiers. C'était comme si une partie endormie de son âme se réveillait enfin. Élise observait tout avec un sourire satisfait, tandis que Mathieu semblait partagé entre fascination et préoccupation. La façon dont Sophie bougeait, la connexion évidente entre elle et Pierre, la transformation qui se produisait sous ses yeux, rien de tout cela n'était dans ses plans soigneusement élaborés. « Extraordinaire » murmura Élise, s'approchant de Mathieu. « Elle n'a pas besoin d'être transformée, Mathieu. Elle est déjà extraordinaire. Elle avait juste besoin d'une chance de briller à nouveau. » Mathieu ne répondit pas, mais ses yeux ne quittaient pas Sophie, qui exécutait maintenant une série de ports de bras avec la grâce d'une véritable ballerine. Quelque chose dans sa poitrine se serra, une sensation étrange, presque inconfortable, qu'il n'arrivait pas à nommer. Une semaine après les retrouvailles avec Pierre, la transformation de Sophie était visible, non seulement dans son apparence extérieure, maintenant impeccablement vêtue de vêtements de créateur sélectionnés par Élise, mais surtout dans sa présence. Il y avait une confiance renouvelée dans ses mouvements, une lumière dans ses yeux qui était restée en sommeil pendant si longtemps. Cependant, tandis que Sophie s'épanouissait, une tempête se formait en coulisses. Camille Dubois, l'ex-fiancée de Mathieu, n'avait pas simplement disparu après le scandale des fiançailles. Au contraire, son humiliation publique de Mathieu n'avait fait qu'accroître sa soif de vengeance. « Alors c'est vrai ?» demanda-t-elle à son père lors d'un déjeuner au Racing Club. « Mathieu héberge vraiment une sans-abri dans son penthouse ?» Olivier Dubois, président du conseil d'administration de la plus grande banque d'investissement du pays et principal, investisseur dans les affaires de Mathieu, observait sa fille avec inquiétude. « Camille, ne penses-tu pas que tu as déjà causé assez de problèmes ?»« Des problèmes ?» Elle rit un son sans humour. « Papa, cet homme m'a humilié pendant des mois, traitant notre relation comme une fusion d'entreprises. Maintenant, il pense qu'il peut nettoyer son image avec ce projet ridicule de charité. » À leur table dans la zone VIP du club, père et fille représentaient parfaitement l'élite parisienne. Apparence impeccable, masquant des tensions profondes. Olivier soupira, posant ses couverts. « Qu'est-ce que tu prépares, Camille ? Rien. »« Très extraordinaire, » répondit-elle, un sourire dangereux sur ses lèvres. « Je pense simplement que le public mérite de connaître la vérité sur cette expérience sociale qu'il mène. » Pendant ce temps, dans l'appartement de Mathieu, Sophie participait à un autre cours avec Pierre. Ses mouvements avaient considérablement évolué et il travaillait maintenant sur une petite chorégraphie qui mélangeait ballet classique et danse contemporaine. « Votre expressivité est encore meilleure qu'avant », commenta Pierre, observant Sophie exécuter une séquence particulièrement complexe. « C'est comme si vous aviez gardé toutes les émotions de ces années et qu'elle trouvait maintenant un canal pour s'écouler. » Élise, qui assistait au cours adossée à un fauteuil, sourit en approbation.
C'est exactement ce dont nous avons besoin pour le prochain défi, commenta-t-elle. Sophie arrêta ses mouvements, intriguée. Quel défi? Dans 2 semaines, il y aura un important gala au Centre Pompidou, expliqua Élise. Ce sera votre première apparition publique officielle. La presse sera là, ainsi que toute la haute société parisienne. Le cœur de Sophie s'accéléra. Malgré tous les progrès qu'elle avait réalisés, l'idée d'affronter ce monde l'effrayait encore. « Et si je ne suis pas prête ?»« Vous êtes plus que prête, » affirma Pierre avec conviction. « En fait, vous l'avez toujours été. Vous aviez juste besoin de le redécouvrir. » Le bruit de l'ascenseur annonça l'arrivée de Mathieu. Il entra dans la pièce, l'air préoccupé, son téléphone portable encore à la main. En voyant Sophie danser, cependant, son expression s'adoucit momentanément. « Comment se débrouille-t-elle » demanda-t-il à Pierre, ses yeux toujours fixés sur Sophie. « Extraordinairement bien », répondit le professeur. « En fait, je pensais incorporer des éléments de danse à sa présentation lors de l'événement au Centre Pompidou. » Mathieu fronça les sourcils. « Je ne sais pas si ce serait approprié. »« Pourquoi pas ?» intervint Élise. « Ce serait une manière parfaite de montrer que Sophie n'est pas simplement une mondaine en formation. Elle a un don unique, une histoire propre. » Sophie observait la discussion en silence, percevant les courants souterrains de tension. Mathieu semblait partagé entre le désir de contrôler chaque aspect de son expérience et la fascination évidente pour le talent naturel de Sophie. « Nous devons parler, dit-il finalement, s'adressant à Élise. En privé. » Les deux se retirèrent dans le bureau, laissant Sophie et Pierre continuer la leçon. Mais Sophie n'arrivait pas à se concentrer totalement sur les mouvements. Quelque chose dans l'expression de Mathieu l'avait perturbé. Dans le bureau, Mathieu montrait à Élise une série de messages sur son téléphone. « Camille prépare quelque chose, dit-il, sa voix tendue. Mes contacts m'ont informé qu'elle a engagé un photographe pour suivre Sophie. » Élise resta calme, mais ses yeux verts se durcirent. « Qu'est-ce que vous craignez exactement qu'il découvre, Mathieu? Que Sophie a un passé? Qu'elle a vraiment vécu dans la rue? N'était-ce pas le but de votre expérience? » Ce n'est pas si simple. Mathieu passa ses mains dans ses cheveux, un geste rare de vulnérabilité. Camille a de l'influence. Son père est mon principal investisseur. Si elle décide de transformer cela en un cirque médiatique, alors c'est ça qui vous préoccupe vraiment? Vos investissements? Mathieu regarda Élise, son expression un mélange complexe d'émotions. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est à propos. À propos de quoi, Mathieu? Insista Élise, sa voix douce mais ferme. De Sophie? De la façon dont elle se transforme en quelque chose que vous n'attendiez. Pas de la façon dont elle vous affecte d'une manière que vous n'aviez pas prévue? Le silence qui suivit fut assourdissant. De l'autre pièce, il pouvait entendre la musique douce qui accompagnait les exercices de Sophie, une mélodie mélancolique qui semblait souligner le poids du moment. Le lendemain matin de la conversation tendue entre Mathieu et Élise, l'atmosphère dans l'appartement était chargée. Sophie s'en aperçut dès qu'elle entra dans la salle à manger pour le petit déjeuner. Élise n'était pas présente, ce qui était inhabituel ces derniers jours, et Mathieu touchait à peine à son café, absorbé par sa tablette. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda Sophie, se servant une tasse de thé. Mathieu leva les yeux, semblant remarquer sa présence pour la première fois. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais parlé du ballet ?» La question la prit par surprise. « Vous n'avez jamais demandé, » répondit-elle simplement. « De plus, cette partie de ma vie semblait enterrée. Et maintenant, comment vous sentez-vous en la ressuscitant ?» Sophie étudia son visage un moment, essayant de comprendre la véritable nature de ce questionnement. « C'est comme respirer, après être resté longtemps sous l'eau, » répondit-elle honnêtement. « Mais pourquoi cela vous dérange-t-il tant ?» Mathieu posa sa tablette, la regardant enfin directement. « Cela ne me dérange pas. C'est juste que ça complique les choses. »« Ça complique votre expérience, voulez-vous dire ?» corrigea Sophie, sa voix gardant un calme surprenant. « Parce que maintenant vous réalisez que vous ne pouvez pas me façonner exactement comme vous l'aviez prévu. » « Ce n'est pas si simple. En fait, c'est plus simple que vous ne le pensez, » continua-t-elle, se levant de table avec l'élégance qui lui était maintenant naturelle. « Vous êtes habitué à tout contrôler et tout le monde autour de vous. Mais les gens ne sont pas des actions en bourse, Mathieu. Ils ne peuvent pas être contrôlés ou prévus.
Le silence qui suivit fut interrompu par l'arrivée brusque d'Élise. Son visage habituellement composé trahissait l'inquiétude. « Nous devons parler », annonça-t-elle s'adressant aux deux. « Maintenant ». Élise étendit sa tablette sur la table. Sur l'écran, un bloc de potins affichait des photos de Sophie dansant, dans la rue, clairement prise avant sa transformation. Le titre était provocateur. « Le nouveau projet caritatif de Mathieu Lefebvre, la véritable histoire ». Camille a commencé son attaque, expliqua Élise, ses yeux fixés sur Mathieu. Mais ce n'est que le début. Elle a davantage de matériel et prévoit de le diffuser progressivement pour créer le maximum d'impact possible. Sophie observait les photos avec un calme surprenant. Et quel est le problème? Ces photos montrent exactement qui je suis. Une ballerine qui a tout perdu mais qui n'a jamais perdu son essence. Le problème, intervint Mathieu, sa voix tendue, c'est que cela peut tout ruiner. Mes investisseurs, le projet social que vous voulez créer... Non, Sophie l'interrompit, fermement. Le vrai problème est que cela menace votre contrôle sur le récit. Mais vous savez quoi, c'est peut-être exactement ce dont nous avons besoin. Élise sourit, une lueur d'approbation dans ses yeux. Qu'avez-vous en tête? Utilisons l'événement au Centre Pompidou pour raconter notre propre histoire, proposa Sophie, sa posture droite et confiante. Pas l'histoire que Camille veut. Raconter, ni celle que Mathieu avait planifiée. La vraie histoire. Et quelle serait cette histoire? Demanda Mathieu, un mélange de curiosité et d'appréhension dans sa voix. L'histoire de comment l'art peut survivre même dans les circonstances les plus adverses. De comment la dignité ne réside pas dans les vêtements que nous portons ou les lieux que nous fréquentons, mais dans la façon dont nous restons fidèles à nous-mêmes. Élise applaudit doucement. Brillant. Et vous pouvez raconter cette histoire à travers la danse. Non, protesta Mathieu se levant brusquement. C'est trop risqué. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas quoi, Mathieu? Le défia Sophie, s'approchant de lui. Montrer que je suis plus que votre expérience sociale, que j'ai ma propre histoire, mon propre art. Le regard qu'ils échangèrent fut intense, chargé d'émotions non dites. Mathieu sentit quelque chose bouger en lui. Une sensation inconfortable de perte de contrôle, mêlée à une admiration croissante. 3 jours, dit-il finalement. Nous avons 3 jours jusqu'à l'événement au Centre Pompidou. Si nous allons faire cela, ce doit être parfait. Ce le sera, assura Sophie, un sourire doux sur ses lèvres. Parce que pour la première fois depuis que nous avons commencé, nous allons montrer quelque chose de vrai. Élise observait l'interaction avec intérêt. La dynamique entre eux avait subtilement changé. Ce n'était plus un milliardaire menant une expérience sociale, mais un homme commençant à remettre en question ses propres convictions face à une femme qui refusait d'être simplement un projet. Pierre doit être informé immédiatement, commenta Élise, prenant déjà son téléphone. Nous avons beaucoup de travail devant nous. Sophie acquiesça, son esprit commençant déjà à formuler la chorégraphie qui raconterait son histoire. Ce serait une danse qui parlerait de perte et de récupération, de chute et de recommencement, de dignité qui persiste même quand tout le reste disparaît. Mathieu resta silencieux, ses yeux suivant Sophie tandis qu'elle se déplaçait dans la pièce, son corps esquissant déjà de petits mouvements de danse. Pour la première fois, il se demandait qui était réellement en train d'être transformé dans cette histoire. Les 3 jours qui précédèrent l'événement au Centre Pompidou furent intenses. L'appartement de Mathieu se transforma en un studio improvisé, avec les meubles écartés pour créer de l'espace pour les répétitions. Pierre s'y était pratiquement installé, travaillant sans relâche avec Sophie pour créer une chorégraphie qui soit à la fois techniquement impressionnante et émotionnellement vraie. Élise supervisait tout, partageant son temps entre les préparatifs pratiques pour l'événement et les cours réguliers de Sophie, qui ne furent pas interrompus malgré la nouvelle priorité. La danse sera plus percutante si vous maintenez la posture et l'élégance que vous avez acquises, expliquait-elle. Mathieu, quant à lui, semblait partager entre son besoin de contrôle et une fascination croissante pour le processus créatif qui se déroulait chez lui. Souvent, il interrompait son travail pour observer les répétitions, hypnotisé par la façon dont Sophie bougeait. « Elle est extraordinaire », commenta Élise, le trouvant un soir en train d'observer une répétition tardive depuis la terrasse. « Et vous commencez à vous en rendre compte, n'est-ce pas ?» Mathieu ne répondit pas immédiatement, ses yeux fixés sur Sophie tandis qu'elle exécutait une séquence particulièrement émouvante. «
C'est différent de ce que j'attendais, admit-il finalement. Qu'attendiez-vous exactement, Mathieu? Demanda doucement Élise. Transformer une femme selon votre version de la perfection? Créer une histoire que vous pourriez contrôler? Je voulais prouver quelque chose, répondit-il, sa voix basse. À Camille, à la société, à moi-même. Et que prouvez-vous? Maintenant, avant que Mathieu ne puisse répondre, ils furent interrompus par Pierre qui appelait Sophie pour une autre répétition. La musique recommença, une pièce classique modifiée avec des éléments contemporains que Sophie avait personnellement choisis. Ressentez la musique, Sophie, orientait Pierre. Laissez-la raconter votre histoire. Chaque mouvement doit parler de votre parcours. Sophie ferma les yeux, permettant à son corps de répondre à la mélodie. Ses mouvements coulaient naturellement, mélangeant la technique classique du ballet avec des expressions plus libres et personnelles. C'était comme si chaque geste racontait un chapitre de sa vie. La joie de la danse, la douleur de la perte, la dignité dans l'adversité, l'espoir du recommencement. Maintenant la transition, indiqua Pierre. Montrez le moment du changement. Sophie exécuta une série de tours qui se terminaient par un mouvement contenu, presque douloureux, avant de s'épanouir en une explosion d'expressivité. C'était le moment où son histoire rencontrait celle de Mathieu, mais pas comme il l'avait prévu. Parfait, applaudit Pierre. Maintenant la fin. La fin de la chorégraphie était le moment le plus percutant. Sophie commençait dans une position qui suggérait la soumission, mais se redressait progressivement, non pas comme quelqu'un qui a été transformé par un autre, mais comme quelqu'un qui a redécouvert sa propre force. Mathieu observait tout, avec un mélange d'émotions qu'il n'arrivait pas à nommer. Quelque chose changeait en lui, quelque chose de fondamental et d'irréversible. Demain, nous ferons une répétition générale avec la robe, annonça Élise lorsqu'ils terminèrent. Enfin, la répétition. Le styliste a fait des modifications pour permettre les mouvements de la danse. Sophie acquiesça, essuyant la sueur de son visage avec une serviette. Ses yeux rencontrèrent ceux de Mathieu sur la terrasse et, pendant un moment, quelque chose de silencieux et significatif passa entre eux. « Vous pensez que ça va marcher ?» demanda-t-il plus tard, quand tout le monde s'était retiré et qu'ils partageaient un moment rare seul sur la terrasse. « Cela dépend de ce que vous considérez comme un succès, » répondit Sophie, observant les lumières de la ville. « Si vous espérez que je me présente comme votre création parfaite, probablement pas. Mais si vous êtes prêt à accepter que la véritable transformation est une voie à double sens, que voulez-vous dire ?» Sophie se tourna pour le regarder. En face, ses yeux brillants d'une intensité qui le captiva. « Vous ne réalisez pas, Mathieu, pendant que vous essayez de me transformer, quelque chose en vous changeait aussi. » Le silence qui suivit fut rempli par le son de Paris la nuit, un rappel constant que le monde continuait de tourner, tandis qu'il vivait ce moment suspendu dans le temps. « J'ai peur, » admit finalement Mathieu, sa voix à peine un murmure. « De quoi ? De perdre le contrôle, de ne pas savoir ce qui arrive après. » Sophie sourit doucement. « Parfois, Mathieu, les meilleures choses de la vie sont celles que nous ne pouvons pas contrôler. Cette nuit-là, tandis que l'appartement se taisait enfin, chacun réfléchissait à ce que le lendemain apporterait. L'événement au centre Pompidou ne serait pas simplement une présentation, ce serait un moment de vérité, de vulnérabilité, de transformation réelle. Et personne, pas même Mathieu Lefebvre, ne pouvait prévoir son dénouement. La veille de l'événement au centre Pompidou s'éveilla avec une énergie électrique dans l'air. La robe de Sophie était arrivée, une création dans des tons de bleu profond qui semblaient couler comme de l'eau quand elle bougeait. Le styliste avait fait un travail exceptionnel, incorporant des éléments qui permettaient une totale liberté de mouvement sans compromettre l'élégance. « C'est parfait », commenta Élise, observant Sophie essayer la robe pour la première fois. On dirait qu'elle a été faite pour danser. La répétition générale était prévue pour cet après-midi, mais avant cela, un événement inattendu changea le cours de la journée. Olivier Dubois, père de Camille et principal investisseur de Mathieu, sollicita une réunion urgente. « Je ne peux pas reporter ça », expliqua Mathieu à Élise et Sophie pendant le petit déjeuner. « Olivier ne demande jamais de réunion sans une raison importante. »« Il va essayer de vous mettre la pression », avertit Élise, son expression sérieuse. Camille l'a certainement déjà impliqué dans ses plans. Sophie, qui ajustait la ceinture,
de son juste au corps pour la répétition du matin, intervint. « Voulez-vous que je vienne avec vous » Mathieu la regarda surpris par l'offre. « Non, c'est quelque chose que je dois affronter seul. »« Vous êtes sûr ?» insista Sophie, s'approchant de lui. Parfois, affronter les choses seule n'est pas la meilleure stratégie. Quelque chose dans la façon dont elle l'avait dit fit Mathieu faire une pause. C'était comme si Sophie parlait de quelque chose de bien plus grand que cette seule réunion. « Maintenez votre répétition, décida-t-il finalement. Vous devez être prête pour demain. Je m'occuperai d'Olivier. » Le bureau d'Olivier Dubois occupait le dernier étage d'un immeuble de bureaux à la Défense. La vue sur Paris était spectaculaire, mais ce matin-là, Mathieu y prêta à peine attention. Son esprit était partagé entre la réunion imminente et les répétitions de Sophie. « Mathieu !» Olivier le salua avec une froideur calculée. « Asseyez-vous. » L'atmosphère de la pièce était lourde, chargée de tensions non dites. Olivier fit glisser un dossier sur le bureau en acajou. « Savez-vous ce que c'est » demanda-t-il, ses yeux fixés sur Mathieu. « J'imagine que cela concerne vos investissements. Ce sont des rapports détaillés sur votre protégé, » répondit Olivier, ouvrant le dossier. Camille a fait une recherche assez minutieuse. Mathieu maintint son expression neutre, bien que son cœur s'accélère. Et nous avons découvert des choses intéressantes. Par exemple, qu'elle n'était pas juste une sans-abri ordinaire. C'était une ballerine talentueuse faisant partie d'un projet social qui a fait faillite. Curieux que vous n'ayez pas mentionné cela. Je n'ai pas vu la pertinence de... La pertinence, interrompit Olivier, réside dans le fait que vous transformez cela en un cirque médiatique, utilisant une histoire tragique pour nettoyer votre image après le fiasco avec ma fille. Mathieu sentit la colère monter dans sa poitrine, mais la contrôla. Ce n'est pas du tout ça. Non ? Olivier sourit sans humour. Alors dites-moi, qu'est-ce que c'est ? Parce que, de mon point de vue, vous risquez votre réputation et, par extension, nos investissements dans un projet personnel discutable. Sophie n'est pas un projet, s'entendit dire Mathieu, se surprenant lui-même par la véhémence dans sa voix. Elle est quoi, Mathieu ? Pressa Olivier. Une femme que vous utilisez pour prouver quelque chose, ou quelque chose de plus ? Le silence qui suivit fut lourd. Mathieu réalisa qu'il n'avait pas de réponse simple à cette question. « Je vais être direct, » poursuivit Olivier. « Soit vous mettez fin à ce cirque immédiatement, soit je retire tous mes investissements de vos affaires. Et croyez-moi, d'autres investisseurs me suivront. » Mathieu se leva lentement, ajustant son costume. « Savez-vous quelle est la différence entre nous, Olivier ? Vous voyez les gens comme des chiffres sur une feuille de calcul. J'étais comme ça aussi autrefois, mais Sophie, elle m'a montré quelque chose de différent. » « Vous faites une erreur. »« Peut-être, » concéda Mathieu, se dirigeant vers la porte. « Mais pour la première fois depuis longtemps, c'est une erreur qui me fait me sentir vivant. » Quand il revint à l'appartement, il trouva Sophie au milieu d'une répétition particulièrement intense. Elle dansait comme si sa vie en dépendait, chaque mouvement chargé d'émotion et de sens. Pierre, qui dirigeait la répétition, fut le premier à le remarquer. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il, percevant l'expression tendue de Mathieu. « Non, » répondit-il, ses yeux fixés sur Sophie. « En fait, pour la première fois, quelque chose va très bien. » Sophie arrêta sa danse, sentant l'énergie différente dans l'environnement. Ses yeux rencontrèrent ceux de Mathieu, et à ce moment, quelque chose de silencieux, mais profondément significatif, passa entre eux. « Continuez, » dit doucement Mathieu. « Vous êtes parfaite. » Élise, qui observait tout depuis la terrasse, cacha un sourire. La transformation qu'elle avait prévue était finalement en train de se produire, pas seulement chez Sophie, mais surtout chez Mathieu. Le matin de Teutonsa, l'événement au centre Pompidou arriva avec un mélange d'expectative et de nervosité. Le ciel de Paris s'éveilla d'un bleu parfait, comme si la nature elle-même voulait contribuer au spectacle qui allait avoir lieu. Sophie se réveilla avant le lever du soleil et fut trouvée par Élise pratiquant ses mouvements sur la terrasse, son corps répondant naturellement à la musique que seule elle pouvait entendre. « Vous êtes prête ?» affirma Élise. Non comme une question, mais comme une constatation. « Je le suis », répondit Sophie, arrêtant ses mouvements. Mais pas de la façon que Mathieu avait initialement prévu. « Je pense qu'il l'a déjà réalisé », sourit Élise, lui tendant une tasse de thé. Et c'est peut-être exactement ce dont il avait besoin.
La matinée se déroula en une série de préparatifs méticuleux. La robe bleue fut soigneusement transportée au centre Pompidou où Sophie se préparerait. Une équipe de maquilleurs et de coiffeurs fut désignée pour travailler avec elle, sous la supervision attentive d'Élise. Mathieu passa la matinée en réunion d'urgence avec son équipe de relations publiques. Les nouvelles concernant l'ultimatum d'Olivier Dubois circulaient déjà dans les coulisses du monde financier et les actions de ces entreprises commençaient à en ressentir l'impact. Monsieur Lefebvre, argumentait sa principale conseillère, peut-être devrions-nous envisager de reporter l'événement. La situation est délicate. L'événement a lieu aujourd'hui, répondit-il avec une fermeté qui n'admettait pas de discussion. Et il se déroulera exactement comme nous l'avons prévu. Lorsqu'il arriva au centre Pompidou en fin d'après-midi, Mathieu fut accueilli par un décor qui dépassait ses attentes. L'espace avait été transformé. L'aire principale abritait des chaises disposées en demi-cercle, créant une atmosphère intime malgré la taille du lieu. Au centre, un espace circulaire avait été laissé libre pour la présentation de Sophie. Les invités commencèrent à arriver ponctuellement à 19 h. La crème de la société parisienne, des journalistes, des critiques d'art et bien sûr Camille Dubois qui tint à apparaître dans une robe rouge voyante accompagnée de son père. « Il est encore temps d'annuler tout cela », murmura Olivier en passant devant Mathieu. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas ?» répondit calmement Mathieu. « C'est déjà bien plus grand que n'importe lequel d'entre nous. » Dans la loge improvisée, Sophie passait par les derniers préparatifs. La robe bleue semblait capturer et refléter chaque nuance de lumière, créant un effet presque éthéré quand elle se déplaçait. « 5 minutes, annonça Élise entrant dans la loge. Elle s'arrêta en voyant Sophie, ses yeux s'emplissant de larmes contenues. « Vous êtes prête ?» compléta Sophie, souriant. « J'ai juste besoin d'une chose. »« Quoi ?» ?»« Parler à Mathieu, seul à seul. » Élise acquiesça, compréhensive, et sortit chercher le milliardaire. Quelques instants plus tard, Mathieu entra dans la loge, s'arrêtant brusquement en voyant Sophie. Le temps sembla se suspendre un moment. Sophie était éblouissante, mais pas de la façon artificielle qu'il avait initialement planifiée. Sa beauté venait de quelque chose de plus profond, de plus vrai. « J'ai besoin de vous dire quelque chose », commença Sophie, sa voix ferme malgré l'émotion contenue. « Ce qui va se passer là-bas, ce n'est pas la fin que vous aviez prévue. »« Je sais », répondit doucement Mathieu. « Non, vous ne savez pas. » Elle fit un pas dans sa direction. « Parce que ce que je vais danser n'est pas seulement mon histoire ou votre tentative de me transformer. C'est quelque chose qui s'est passé entre nous, quelque chose qu'aucun de nous n'avait prévu. » Mathieu sentit son cœur s'accélérer. « Sophie, vous avez essayé de me changer, » continua-t-elle. « Mais dans le processus, quelque chose en vous a aussi changé, et c'est ce que je vais montrer là-bas. Pas une transformation superficielle, mais quelque chose de bien plus profond. » Avant que Mathieu ne puisse répondre, Élise frappa à la porte. « C'est l'heure », annonça-t-elle. Sophie respira profondément, ajustant une dernière fois sa robe. « Vous me faites confiance ?» demanda-t-elle à Mathieu. Il la regarda longtemps, avant de répondre « Plus que je n'ai jamais fait confiance à quiconque. » Le brouhaha dans la salle principale diminua lorsque les lumières baissèrent. Mathieu prit sa place au premier rang, conscient des regards et des chuchotements autour de lui. Camille, quelques sièges à droite, gardait un sourire moqueur sur les lèvres. La musique commença, les premiers accords doux du morceau que Sophie avait choisi, et puis elle entra. Le silence au centre Pompidou était absolu lorsque Sophie commença sa présentation. Son corps, enveloppé par la robe bleue qui flottait comme de l'eau, initia les premiers mouvements avec une délicatesse qui captiva immédiatement l'attention de tous les présents. La chorégraphie commençait par des gestes contenus, presque timides, représentant sa vie avant la chute du projet social. Graduellement, les mouvements devenaient plus intenses, plus dramatiques, racontant l'histoire de perte et de dépassement qu'elle avait vécue dans la rue. Au premier rang, Mathieu observait, hypnotisé. Chaque mouvement de Sophie semblait toucher quelque chose de profond en lui, éveillant des émotions qu'il ne savait même pas posséder. À ses côtés, Élise souriait doucement, comme si elle savait exactement ce qui se passait. La musique changea de ton, devenant plus intense.
Sophie exécuta une série de tours précis qui démontraient non seulement sa technique impeccable, mais aussi la force intérieure qui ne l'avait jamais abandonnée. Ses bras bougeaient avec une grâce fluide, dessinant dans l'air l'histoire de sa résistance. Camille, qui maintenait initialement un sourire moqueur, perdit peu à peu sa composition. La présentation n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Ce n'était pas une exhibition superficielle d'étiquette et de bonnes manières. C'était de l'art véritable, cru et honnête. Pierre, observant d'un coin discret, sentait des larmes silencieuses couler sur son visage. Son ancienne élève n'avait pas seulement survécu, elle renaissait devant tous, plus forte et plus authentique que jamais. Le moment le plus percutant vint quand Sophie commença la partie de la chorégraphie qui représentait sa rencontre avec Mathieu. Les mouvements changèrent, devenant une délicate danse entre résistance et abandon, entre transformation et authenticité. À un certain moment, Sophie regarda directement Mathieu tandis qu'elle exécutait une séquence particulièrement émouvante. Leurs yeux se rencontrèrent et à cet instant, quelque chose de profond et vrai passa entre eux. Le public, même sans comprendre complètement, sentit l'énergie de ce moment. Olivier Dubois, qui était arrivé préparé à témoigner d'un échec, se trouva involontairement ému. La femme qui dansait devant lui n'était pas la figure pathétique que sa fille avait décrite. C'était une artiste accomplie, quelqu'un qui transformait la douleur en beauté. La musique atteignit son crescendo et Sophie initia la séquence finale, la plus exigeante techniquement et la plus significative émotionnellement. Ses mouvements parlaient de libération, de découverte de soi, d'une transformation qui allait bien au-delà des apparences. La robe bleue tournoyait et flottait autour d'elle comme si elle avait une vie propre, créant un effet visuel éblouissant. Mais ce n'était pas le vêtement qui captivait l'attention, c'était la femme à l'intérieur, sa force, sa grâce, sa vérité. Les derniers accords de la musique retentirent lorsque Sophie exécuta le mouvement final. Au lieu de terminer, dans une pose traditionnelle de ballet, elle tendit une main vers Mathieu, comme une invitation silencieuse à une danse différente, une qu'ils créeraient ensemble. Le silence qui suivit ne dura qu'une seconde avant que le public n'explose. En applaudissements, des personnes se levèrent, certaines pleuraient ouvertement, d'autres souriaient simplement, touchées par quelque chose qu'elles ne pouvaient pas totalement expliquer. Élise fut la première à rejoindre Sophie, l'enveloppant dans une étreinte serrée. « Vous avez réussi » chuchota-t-elle à son oreille. « Vous leur avez montré qui vous êtes vraiment. » Pierre s'approcha ensuite, ses yeux brillant encore d'émotion. « Sophie, ma petite, vous avez dépassé toutes les attentes. » Mais Sophie cherchait un visage spécifique dans la foule qui s'approchait maintenant pour la féliciter. Ses yeux trouvèrent ceux de Mathieu qui restait à sa place, comme paralysé par l'intensité du moment. Camille, percevant que son plan d'humiliation s'était transformé en un triomphe pour Sophie, se leva brusquement et se dirigea vers la sortie, suivi par son père qui lança un dernier regard pensif dans la direction de Mathieu. Les journalistes présents commençaient déjà à prendre des photos et à faire des notes frénétiquement. L'histoire qu'ils raconteraient ne serait pas celle d'une expérience sociale ou d'une tentative de transformation superficielle. Ce serait à propos d'art, de vérité et du pouvoir transformateur de l'amour véritable. Pas seulement l'amour romantique, mais l'amour pour l'art, pour la vie, pour soi-même. Sophie restait au centre de la salle, recevant les félicitations, avec une grâce naturelle qu'aucun cours d'étiquette n'aurait pu enseigner. Son sourire était radieux, mais ses yeux continuaient de chercher Mathieu, qui finalement commença à se diriger vers elle. Le cocktail qui suivit la présentation se transforma en une célébration spontanée. Le bourdonnement dans la salle, principale du Centre Pompidou, était d'admiration pure, avec des groupes d'invités commentant chaque aspect de la performance de Sophie. Les critiques d'art présents écrivaient déjà sur leurs tablettes, leurs expressions indiquant qu'ils avaient été témoins de quelque chose de vraiment spécial. Sophie s'était retirée brièvement pour se changer, accompagnée par Élise. Quand elle revint dans la salle, vêtue d'une élégante robe argentée plus appropriée pour le cocktail, elle trouva une atmosphère complètement différente de celle qu'elle avait imaginée. « Vous avez tout changé », commenta Élise, observant les réactions des gens. Pas seulement le récit que Camille a essayé de créer, mais l'essence même de ce qui se passait ici. En effet,
Les commentaires qui circulaient ne portaient pas sur la transformation d'une femme sans abri en une dame de la société. Ils portaient sur l'art, la résistance, l'authenticité, sur la façon dont la véritable élégance vient de l'intérieur, d'une force intérieure qu'aucune adversité ne peut briser. Pierre, qui conversait avec quelques critiques de danse, présent, tenait à partager l'histoire du projet social où Sophie avait dansé. Ce que vous avez vu aujourd'hui, expliquait-il, n'est pas le résultat de quelques semaines d'entraînement. C'est le fruit d'années de dévouement à l'art, d'un talent que même les pires circonstances n'ont pas réussi à effacer. Dans un coin plus réservé de la salle, Olivier Dubois surprit Mathieu par une approche inattendue. « Je dois admettre quelque chose, » dit-il, sa voix plus douce que d'habitude. « J'avais tort. » Mathieu le regarda avec surprise. « À propos de tout ceci n'étant qu'un cirque médiatique, ce que nous avons vu aujourd'hui, c'était de l'art véritable. Et plus encore, c'était une leçon d'humanité dont nous avions tous besoin. » Avant que Mathieu ne puisse répondre, Sophie s'approcha d'eux. Sa présence avait une qualité magnétique qui attirait tous les regards. « Monsieur. »« Dubois » salua-t-elle avec une élégance naturelle qui n'avait rien à voir avec les leçons d'étiquette. « J'espère que vous avez apprécié la présentation. » Olivier l'étudia un moment avant de répondre. « Plus que je ne l'ai apprécié, mademoiselle Sophie, j'ai été profondément touché et j'aimerais faire une proposition. » Sophie et Mathieu échangèrent un regard rapide. « Quel genre de proposition ?» demanda-t-elle. « J'aimerais être le premier investisseur de votre projet social, non pas comme une manœuvre marketing, mais comme un véritable engagement envers l'art et la transformation. » Sociale. La surprise sur le visage de Sophie fut authentique. « Vous êtes sérieux ? » ?»« Je n'ai jamais été aussi sérieux, » répondit Olivier, un sourire doux sur ses lèvres. « Votre présentation m'a fait me rappeler pourquoi je suis tombé amoureux. De l'art quand j'étais jeune, avant de me perdre dans les chiffres et les affaires. » Élise, qui s'était approchée à temps pour entendre la conversation, sourit discrètement. La transformation se produisait à des niveaux que personne n'avait prévus. « Excusez-moi, » interrompit gentiment Mathieu. « Puis-je parler à Sophie ? En privé un moment ?» Il la conduisit jusqu'au balcon du musée où la vue nocturne de Paris créait un décor à couper le souffle. Pendant quelques instants, ils restèrent en silence, absorbant simplement la magnitude du moment. « Vous aviez raison, » dit finalement Mathieu, sa voix chargée d'émotion. « Surtout. » « À propos de quoi spécifiquement ?» demanda Sophie, bien que ses yeux disent qu'elle connaissait déjà la réponse. « À propos de la véritable transformation, n'étant pas quelque chose que nous pouvons contrôler ou planifier. À propos de comment, parfois, nous devons nous perdre pour nous retrouver. » Sophie s'approcha de lui, ses yeux brillants avec la lumière reflétée de la ville. « Et qu'avez-vous trouvé, Mathieu ? » ?»« J'ai trouvé quelque chose que aucun argent ne peut acheter, qu'aucun plan ne peut prévoir. » Il fit une pause, cherchant les mots justes. « J'ai trouvé la vérité que j'essayais de nier depuis le début. » « Et quelle est cette vérité ?» Mathieu tendit la main, touchant doucement le visage de Sophie. « Que pendant que j'essayais de vous transformer, vous me transformiez, et que pour la première fois de ma vie, je n'ai pas peur de ce changement. » Le moment fut interrompu par Élise, qui apparut discrètement sur le balcon. « Excusez-moi d'interrompre, mais les journalistes attendent une interview. Ils veulent entendre parler du projet social. » Sophie sourit, un sourire qui illumina tout son visage. « Allons-nous leur raconter notre histoire ?»« Notre histoire ?» répéta Mathieu, savourant les mots. « Oui, racontons-la. Mais cette fois, racontons la vérité, à propos de comment. Parfois, nous devons tout perdre pour trouver quelque chose de bien plus précieux. » Ensemble, ils retournèrent dans la salle, où un nouveau chapitre de leur vie était sur le point de commencer. Un chapitre qu'aucun des deux n'avait planifié, mais qui semblait infiniment plus réel et plus vrai que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Le lendemain de la présentation au Centre Pompidou s'éveilla avec Paris en effervescence. Les manchettes, les principaux journaux et sites ne parlaient mot de rien d'autre. La ballerine qui a conquis l'élite, art et transformation au Centre Pompidou, l'expérience sociale devenue histoire de dépassement, chaque média avait sa propre version. Des événements. Mais tous s'accordaient sur un point. Quelque chose d'extraordinaire s'était produit la veille. Sophie se réveilla tôt, comme d'habitude, et trouva le penthouse de Mathieu, envahi par des fleurs. Des arrangements de toutes sortes et tailles arrivaient à chaque instant,
accompagnée de cartes de personnalités du monde de l'art et de la société parisienne. Impressionnant, n'est-ce pas? Commenta Élise, entrant dans la pièce avec 2 tasses de café. Mais rien comparé à ceci. Elle tendit sa tablette, montrant à Sophie les emails qui étaient arrivés pendant la nuit. C'étaient des propositions, des dizaines, d'écoles. De danse voulant que Sophie donne des cours, d'entrepreneurs intéressés à investir dans le projet social, de compagnies de ballet offrant des partenariats. La présentation de la veille avait touché quelque chose de profond dans le cœur de Paris. C'est un peu écrasant, admit Sophie, s'asseyant sur le canapé et acceptant la tasse de café offerte par Élise. Ce n'est que le début, sourit Élise. Mais ne vous inquiétez pas. Nous allons filtrer tout cela tranquillement. L'important est que maintenant vous avez des options. Vous pouvez choisir votre propre chemin. Mathieu entra dans la pièce à ce moment, déjà habillé pour le travail, mais avec une expression différente sur le visage, plus légère, plus vraie. « Bonjour », salua-t-il, ses yeux s'attardant un peu plus sur Sophie. « Je viens de parler avec Olivier Dubois. Il veut fixer une réunion aujourd'hui même pour discuter de l'investissement dans le projet social. »« Si vite ?» demanda Sophie, surprise. « Apparemment, votre présentation ne l'a pas seulement émue, mais a aussi réveillé d'anciens souvenirs, » expliqua Mathieu, s'asseyant à côté d'elle. Il m'a raconté que sa défunte épouse était ballerine. Vous voir danser hier lui a rappelé pourquoi il était tombé amoureux de l'art en premier lieu. Élise observait l'interaction des deux avec un sourire discret. La dynamique entre eux avait complètement changé. Ce n'était plus la relation entre mentor et protégé, mais quelque chose de bien plus profond et égalitaire. Il y a autre chose, continua Mathieu, son ton plus sérieux. Pierre a appelé. Il veut vous parler d'une proposition. Sophie se redressa immédiatement attentive. Quel genre de proposition? Il n'est pas entré dans les détails, mais il a mentionné quelque chose à propos de réactiver le projet. Social où vous dansiez. Apparemment, après hier, plusieurs portes se sont ouvertes. Le visage de Sophie s'illumina à cette possibilité. L'idée de pouvoir récupérer le projet qui avait tant signifié dans sa vie, de pouvoir offrir à d'autres personnes la même opportunité qu'elle avait reçue, était plus qu'elle n'aurait pu rêver. Mais avant toute décision, intervint Élise, nous devons parler de quelque chose d'important. Elle fit une pause significative. Le délai. Sophie et Mathieu échangèrent un regard. L'accord original prévoyait 30 jours de cohabitation, culminant en un mariage public. Mais après les événements de la veille, tout avait changé. Le délai n'importe plus, dit doucement Mathieu. En fait, rien de l'accord original n'importe plus. Ce qui s'est passé était bien plus grand que tout ce que nous avions prévu. Alors, que se passe-t-il maintenant? demanda Sophie, sa voix à peine un murmure. Mathieu se leva, marchant jusqu'à la terrasse. Le soleil du matin baignait Paris dans une lumière dorée et la vue n'avait jamais semblé aussi significative. Maintenant, répondit-il, se tournant pour la regarder, vous êtes libre de choisir votre chemin. Vous pouvez continuer avec le projet social. Vous pouvez accepter n'importe laquelle des propositions que vous avez reçues. Vous pouvez faire ce que votre cœur vous dicte. Élise tout sauta discrètement. Et pour vous deux? Le silence qui suivit était chargé de sens. Sophie se leva aussi, rejoignant Mathieu sur la terrasse. La ville s'étendait devant eux, pleine de possibilités. Peut-être, dit finalement Sophie, pouvons-nous découvrir cela ensemble, sans délai, sans accord, sans attente, juste ensemble. Mathieu la regarda, trouvant dans ses yeux la même vérité qu'il avait découverte la veille. Ensemble, répéta-t-il, comme s'il testait la saveur du mot. Élise sourit, recueillant discrètement sa tasse de café. « Eh bien, je pense que mon travail ici est terminé. Bien que, ajouta-t-elle avec une lueur malicieuse dans les yeux, j'adorerais continuer à faire partie de cette histoire. »« Vous en ferez toujours partie, » affirma Sophie avec conviction. « Vous tous faites partie de ce qui s'est passé ici, de la transformation qui s'est produite en chacun de nous. » La réunion avec Pierre eut lieu cet après-midi-là, dans une petite école de danse du quartier de Belleville, où il donnait maintenant des cours. L'endroit était simple, mais il y avait quelque chose de spécial dans l'énergie du lieu, dans les enfants qui s'exerçaient dans la salle principale, dans les miroirs usés qui reflétaient des rêves en formation. « Cet endroit me rappelle notre projet », commenta Sophie, observant une fillette tenter de perfectionner un tour. « C'est pour cela que j'ai choisi ici pour notre conversation », sourit Pierre.
Sophie, après votre présentation hier, j'ai reçu plusieurs appels. Des personnes importantes veulent investir dans des projets sociaux de danse. Sophie acquiesça, ayant déjà une idée de ce qui allait suivre. Et vous voulez réactiver notre ancien projet? Pas exactement, répondit Pierre, la surprenant. Je veux créer quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand. Et je veux que vous soyez non seulement professeur, mais directrice artistique. La proposition prit Sophie par surprise. Moi? Mais vous êtes la personne parfaite, insista Pierre. Vous avez vécu les deux côtés. Vous connaissez l'art de l'intérieur et savez exactement ce que signifie en perdre l'accès. De plus, après hier, votre nom a du poids. Les gens veulent s'associer à votre histoire. Sophie absorba l'information en silence. À travers la fenêtre du bureau, elle pouvait voir Mathieu parlant au téléphone dans le couloir. Il avait tenu à l'accompagner, mais lui avait donné l'espace pour cette conversation importante. Ce serait un projet à grande échelle, poursuivit Pierre, avec plusieurs unités à travers la ville, atteignant des enfants et des jeunes qui, normalement, n'auraient pas accès à la danse. Olivier Dubois s'est déjà engagé pour l'investissement. Ranicial et d'autres sont intéressés. Et les enfants de votre projet actuel? Demanda Sophie, toujours préoccupée par ceux qui pourraient être laissés pour compte. Pierre sourit, fier de son ancien élève. Il serait automatiquement incorporé au nouveau projet. En fait, cette école serait notre première unité. L'esprit de Sophie commençait déjà à travailler sur les possibilités. Elle imaginait des cours de ballet classiques mélangés à des danses urbaines, des présentations dans les quartiers, des échanges entre différentes réalités sociales. « Je veux bien », dit-elle finalement, « mais à une condition. » « Laquelle ? Je veux que ce soit plus qu'une école de danse. Je veux créer un centre culturel complet, avec d'autres formes d'art. Un lieu où les gens puissent non seulement apprendre, mais se transformer à travers l'art. » Pierre acquiesça avec enthousiasme. Exactement ce que j'espérais que vous suggériez. À ce moment, Mathieu entra de nouveau dans le bureau. Son visage montrait qu'il avait aussi des nouvelles. « Olivier vient de confirmer, annonça-t-il. Le conseil de la banque a approuvé à l'unanimité l'investissement dans le projet. Et il y a plus. Ils veulent créer une fondation spécifique pour des projets culturels dans les quartiers. » Sophie sentit ses yeux se remplir de larmes. C'était comme si l'univers conspirait pour transformer sa plus grande douleur en sa plus grande victoire. « Il y a encore une chose, » ajouta Pierre, ouvrant un tiroir de son bureau. « J'ai trouvé ceci dans les archives de l'ancien projet. » Il tendit une vieille photo un peu jaunie par le temps. Sur l'image, une Sophie plus jeune souriait à l'appareil photo, entourée d'enfants en tenue de ballet. C'était le jour de sa première présentation en tant qu'assistante professeur. « Vous avez toujours été plus qu'une ballerine, » dit doucement Pierre. « Vous êtes une inspiration. » Mathieu observait la scène avec une nouvelle compréhension. L'univers avait un sens de l'humour particulier. Il avait commencé tout ce processus en pensant qu'il transformerait une femme sans abri en une dame de la société, mais à la fin, c'était lui qui avait été transformé. « Alors, dit-il, s'approchant de Sophie, quand commençons-nous » Sophie regarda de la photo à Pierre puis à Mathieu. Sur chaque visage, elle voyait des reflets différents de son propre parcours. « En fait, sourit-elle, je pense que nous avons déjà commencé, depuis le premier jour dans la rue, quand vous m'avez vu danser. » « Non, corrigea gentiment Mathieu. Ça a commencé bien avant. Ça a commencé quand vous avez décidé de ne jamais cesser de danser, même quand il semblait que vous aviez tout perdu. Pierre s'éclaircit la gorge, ému. « Eh bien, je crois que nous avons beaucoup de travail devant nous. Que pensez-vous de commencer à planifier notre première unité ?» Durant les heures suivantes, les trois se penchèrent sur des plans, des projets et des idées. Sophie s'arrêtait occasionnellement pour observer les enfants danser dans la salle voisine, son cœur débordant de possibilités. Lors d'une pause, Mathieu la trouva seule, observant par la fenêtre le coucher de soleil qui teignait le ciel. « De Paris en doré. Des regrets ?» demanda-t-il doucement. Sophie sourit sans détourner les yeux de l'horizon, seulement de ne pas avoir réalisé plus tôt que parfois nous devons tout perdre pour trouver notre véritable force. Une semaine après la réunion à l'école de danse, le projet commençait à prendre forme concrète. Sophie avait transformé la salle à manger du Penthouse de Mathieu en un bureau improvisé, avec des plans architecturaux, des propositions de programmes culturels et des listes interminables étalées sur la table.
Élise, qui continuait d'être une présence constante, agissait maintenant plus comme conseillère que comme mentor. Ce matin-là, elle observait Sophie travailler avec un sourire d'approbation sur le visage. « Avez-vous pensé à un nom pour le projet ?» demanda-t-elle, se servant une tasse de café. Sophie leva les yeux des papiers devant elle. « J'ai pensé à mouvement continu, parce que c'est ce que fait l'art. Il continue à se mouvoir, à se transformer, même dans les circonstances les plus adverses. »« Parfait, » approuva Élise. « Cela transmet exactement l'essence de ce que vous voulez créer. » À ce moment, Mathieu entra dans la pièce apportant plus de nouvelles. « Le maire vient de confirmer la cession du terrain à Montmartre pour notre première unité principale, annonça-t-il, ses yeux brillants d'enthousiasme. Et il y a d'autres intéressés prêts à donner des espaces dans d'autres quartiers de la ville. » Sophie sourit, mais il y avait une ombre de préoccupation sur son visage. « Mathieu, vous n'avez pas besoin de vous impliquer autant. Je sais que vos affaires, mes affaires vont très bien, l'interrompit-il doucement. En fait, après qu'Olivier ait annoncé publiquement son soutien au projet, d'autres investisseurs ont commencé à manifester un intérêt renouvelé pour mes entreprises. Apparemment, la responsabilité sociale est un excellent attrait pour les affaires. » Élise rit doucement. Qui aurait cru que le redouté Mathieu Lefebvre deviendrait un mécène des arts? En réalité, répondit-il, s'asseyant à côté de Sophie, je pense que je l'ai toujours été, je l'avais simplement oublié. Sophie le regarda avec curiosité. Que voulez-vous dire? Mathieu resta silencieux un moment, comme s'il organisait ses pensées. Quand j'étais enfant, ma mère m'emmenait au théâtre chaque fois qu'elle le pouvait. Elle aimait le ballet, l'opéra, toute forme d'art. Après sa disparition, je crois que j'ai enterré cette partie de moi avec les souvenirs d'elle. Élise et Sophie échangèrent un regard significatif. C'était la première fois que Mathieu parlait de son passé de façon aussi ouverte. « Et maintenant ?» demanda doucement Sophie. « Maintenant, sourit-il, prenant sa main, vous m'avez aidé à redécouvrir cette partie de moi. Et plus encore, vous m'avez montré comment l'art peut être une force de transformation réelle. Excusez l'interruption, dit-il, remarquant l'atmosphère intime. Mais nous devons définir certaines choses importantes. Les architectes veulent commencer le projet de la première unité au plus vite. » Pendant les heures suivantes, ils se penchèrent sur les plans et les projets. La première unité du mouvement continu serait bien plus qu'une école de danse. Ce serait un véritable centre culturel, avec des salles pour différentes disciplines artistiques, un petit théâtre, une bibliothèque et un espace pour des expositions. Ici, Sophie désigna un endroit sur l'un des plans. Je voudrais un espace ouvert avec vue sur la ville. Un lieu où les gens puissent danser sous le ciel ouvert, comme je le faisais dans la rue. Mathieu l'observait avec admiration. Sophie ne créait pas simplement un projet social, elle tissait sa propre histoire de dépassement en quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait transformer d'autres vies. Avez-vous déjà pensé à qui dirigera les différents départements? Demanda Élise. Oui, répondit Sophie, ses yeux brillants. Je veux trouver des personnes qui ont des histoires similaires à la mienne, des artistes talentueux qui, pour une raison ou une autre, ont perdu leur espace. Nous leur donnerons non seulement un emploi, mais une chance de se reconnecter avec leur art. Pierre acquiesça avec enthousiasme. J'ai déjà quelques noms en tête. Des professeurs et des artistes incroyables qui ont été affectés par des coupes budgétaires dans des projets culturels. Et l'administration? Questionna Élise. Vous aurez besoin d'une équipe compétente pour gérer tout cela. En fait, intervint Mathieu, j'ai déjà quelques suggestions. Des personnes de confiance avec de l'expérience en gestion culturelle. Sophie sourit, réalisant comme chaque pièce semblait s'emboîter naturellement. C'était comme si l'univers conspirait pour transformer son rêve en réalité. Il y a encore une chose, commenta Pierre, tirant une enveloppe de son dossier. Les enfants de l'école où je donne des cours ont fait quelque chose pour vous, Sophie. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient des dizaines de dessins colorés, faits avec la pureté et l'enthousiasme caractéristiques de l'enfance. Sur chacun d'eux, des ballerines dansaient sous des ciels étoilés, parmi des arcs-en-ciel et des sourires. Sophie sentit des larmes dans ses yeux en voyant ces expressions d'espoir et de rêve. « C'est pour cela que nous faisons tout ça, » dit-elle doucement, « pour qu'aucun enfant n'ait à renoncer à ses rêves par manque d'opportunité. » Mathieu l'enlaça par derrière, également ému. « Et pour montrer que parfois les plus belles fins sont celles que nous n'avons pas planifiées. »
3 mois s'écoulèrent, depuis la présentation au Centre Pompidou. La première unité du mouvement continu était presque prête à être inaugurée. Et Sophie observait les derniers détails être finalisés avec un mélange de fierté et d'anxiété. L'espace avait dépassé toutes les attentes. Le bâtiment, une ancienne usine rénovée, conservait des éléments de son architecture industrielle originale, mêlés à des touches modernes et accueillantes. Les murs, autrefois gris, affichaient maintenant des fresques colorées, créées par des artistes locaux. « C'est encore plus beau que ce que nous avions imaginé », commenta Élise, rejoignant Sophie sur la terrasse qui était devenue son endroit préféré dans le nouveau centre culturel. De là, elle pouvait voir Paris s'étendre dans toutes les directions, les contrastes de la ville, ses beautés et ses défis, tout ce qui avait inspiré la création de cet espace. « Demain est le grand jour », répondit Sophie, un léger tremblement dans sa voix. « L'inauguration officielle. » Nerveuse ? Un peu, mais c'est une bonne nervosité. Sophie sourit, se rappelant son parcours jusqu'ici. « Vous savez, quand Mathieu m'a trouvé en train de danser dans la rue ce jour-là, je pensais avoir tout perdu. Je ne savais pas que j'étais sur le point de trouver quelque chose de bien plus grand. » Élise l'embrassa affectueusement. « Vous avez toujours tout eu en vous, Sophie. Vous aviez juste besoin d'une chance de le montrer au monde. » Le bruit de « pas » interrompit la conversation. Mathieu s'approcha portant un dossier de documents. « Je sors tout juste d'une réunion avec le conseil de la fondation », annonça-t-il. « Le financement pour les 5 prochaines unités est garanti. » Sophie l'enlaça, émue. Ces derniers mois, leur relation s'était transformée en quelque chose de profond et vrai, construit non sur des accords ou des attentes, mais sur une compréhension mutuelle et le respect. « Et il y a une autre surprise », poursuivit Mathieu, une lueur spéciale dans ses yeux. Camille a pris contact. Sophie et Élise échangèrent des regards surpris. « Et que voulait-elle » demanda Élise, prudente. « S'excuser », répondit Mathieu, semblant encore un peu surpris lui-même. Apparemment, notre histoire l'a fait réfléchir sur ses propres actions. Elle veut contribuer au projet, non pas avec de l'argent, mais avec du travail bénévole. Sophie sourit, compréhensive. Parfois, les gens ont besoin de temps pour trouver leur propre chemin de transformation. À ce moment, Pierre apparut sur la terrasse, accompagné d'un groupe d'enfants, les premiers élèves du mouvement continu, sélectionnés parmi les quartiers défavorisés de la région. Ils voulaient voir l'espace avant l'inauguration officielle, expliqua-t-il souriant en voyant les yeux émerveillés des enfants. Sophie s'approcha du groupe, s'agenouillant pour être à leur hauteur. « Vous aimez danser » demanda-t-elle gentiment. Une petite fille, avec des tresses colorées, fit un pas en avant. « Je danse tous les jours sur le toit de ma maison », répondit-elle timidement. « Ma mère dit que je ressemble à un petit oiseau. » Moi aussi, je dansais. Dans des endroits improvisés, raconta Sophie, sa voix douce. Parfois dans la rue, parfois dans des parcs, parce que la danse n'a pas besoin d'un lieu spécifique. Elle se produit là où notre cœur se trouve. Les enfants la regardaient, fascinés, déjà captivés par sa gentillesse et son charisme naturel. Mathieu, observant la scène, sentit son cœur s'élargir d'amour et d'admiration. « Voulez-vous voir quelque chose de spécial » demanda Sophie au groupe. Quand tous acquiescèrent avec enthousiasme, elle se leva avec grâce et commença à danser. Ce n'était pas une chorégraphie élaborée comme celle du Centre Pompidou, mais quelque chose de simple et pur, le type de danse qui vient directement de l'âme. Les enfants commencèrent bientôt à l'imiter, créant un moment magique de connexion à travers l'art. Élise essuya discrètement une larme, tandis que Pierre souriait avec fierté pour son ancien élève. Mathieu restait silencieux, absorbant la beauté du moment. Quand la danse improvisée se termina, la petite fille aux tresses colorées demanda « Vous allez nous apprendre à danser comme ça ?» « Je vais vous apprendre à trouver votre propre danse, » répondit Sophie, « parce que chaque personne a une façon unique de s'exprimer, une histoire unique à raconter à travers le mouvement. » Plus tard, quand les enfants étaient déjà partis et que le soleil commençait à se coucher, Sophie et Mathieu restèrent sur la terrasse, observant la ville qui avait été témoin de leur transformation. « Vous savez, dit-elle doucement, quand vous m'avez proposé cet accord fou de 30 jours, je pensais simplement accepter une chance de recommencer. Je n'imaginais pas que je commençais une histoire complètement nouvelle. » Mathieu l'enlaça par derrière, reposant son menton sur son épaule. « Et moi, je pensais avoir le contrôle de tout, pouvoir planifier chaque détail.
je ne savais pas que j'étais sur le point d'apprendre la leçon la plus importante de ma vie. Et quelle a été cette leçon ? Demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Que parfois il faut laisser la vie danser à sa propre façon, répondit-il, la faisant tournoyer doucement dans ses bras. Et que les meilleurs pas sont ceux que nous n'avons pas prévus. Le jour de l'inauguration du mouvement continu se leva avec un ciel bleu parfait sur Paris. Dès tôt le matin, l'activité dans le centre culturel était intense. Le personnel ajustait les derniers détails, les journalistes commençaient à arriver et une énergie spéciale flottait dans l'air. Sophie était dans son nouveau bureau, désormais directrice artistique du projet, quand Élise entra en apportant une élégante boîte dans ses mains. « Un cadeau pour aujourd'hui », annonça-t-elle, posant la boîte sur le bureau. À l'intérieur se trouvait une robe bleue, pas aussi élaborée que celle du Centre Pompidou, mais tout aussi spéciale. Elle était faite d'un tissu léger qui permettait des mouvements libres, parfaite pour quelqu'un qui pourrait avoir besoin de danser à tout moment. « Elle est magnifique », murmura Sophie, touchant le tissu délicat. « J'ai pensé que c'était approprié », sourit Élise, bleue comme la mer où tout a commencé. Un coup à la porte interrompit le moment. C'était Pierre, accompagné d'une surprise, 5 de ses anciens élèves du projet social qui avaient fermé. Tous avaient réussi à poursuivre dans la danse d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, ils étaient là pour rejoindre l'équipe du mouvement continu en tant que professeurs assistants. « Nous ne pouvions pas ne pas faire partie de cela », dit l'une des jeunes femmes, embrassant Sophie avec émotion. « Vous nous avez montré qu'il y a toujours un chemin de retour vers l'art. » La matinée passa rapidement entre les préparatifs finaux et les répétitions. Le programme d'inauguration incluait des présentations des nouveaux élèves, une exposition d'art local et, bien sûr, une présentation spéciale de Sophie. Peu avant le début de l'événement, Mathieu la trouva sur la terrasse, son endroit préféré dans le nouveau bâtiment. Elle était éblouissante dans la robe bleue, mais il y avait quelque chose de plus dans sa beauté, une confiance sereine, une joie profonde qui venait d'être exactement où elle devait être, faisant exactement ce qu'elle devait faire. « Nerveuse ?» demanda-t-il en s'approchant. « Curieusement, non », répondit-elle en souriant. « Pour la première fois de ma vie, je sens que je suis exactement où je devrais être, faisant exactement ce que je devrais faire. » Mathieu l'observa avec admiration. « Vous avez tout transformé, vous savez. Pas seulement votre propre vie, mais la mienne, celle de ses enfants, celle de toute une communauté. »« Nous avons transformé, » corrigea-t-elle doucement, « ensemble. » Le son de voix animée leur parvenait. Le public commençait à entrer dans le centre culturel, un mélange fascinant de personnes de toutes classes sociales, unies par l'art. Il y avait des enfants de quartiers défavorisés avec leurs parents, des membres de la haute société, des artistes, des journalistes et, étonnamment, Camille. « Elle est vraiment venue », commenta Sophie, observant l'ex-fiancé de Mathieu, converser amicalement avec Élise. « Les gens peuvent surprendre », répondit Mathieu. « Vous m'avez appris cela. » L'événement commença par un discours émouvant de Pierre, rappelant le parcours qui les avait amenés jusqu'ici. Ensuite, les présentations des enfants arrachèrent des larmes et des sourires au public. Chaque numéro avait été soigneusement préparé pour montrer non seulement la technique, mais surtout la joie pure de s'exprimer à travers l'art. Entre les présentations, Sophie circulait dans l'espace, conversant avec les invités, expliquant le projet, ses objectifs et sa vision. Ce n'était plus la femme que Mathieu avait trouvée dansant dans la rue. C'était une leader naturelle, quelqu'un qui inspirait confiance et admiration. Olivier Dubois, qui observait tout avec un intérêt sincère, s'approcha de Mathieu à un moment donné. « Vous savez, » commenta-t-il, « quand vous avez commencé toute cette histoire, je pensais que c'était juste un autre de vos projets calculés. Mais maintenant, je vois que c'était quelque chose de bien plus grand. Moi non plus, je ne le savais pas au début, » admit Mathieu. « Parfois, les meilleures choses de la vie sont celles que nous ne planifions pas. » Le moment le plus touchant de la journée vint quand Sophie monta sur scène pour sa présentation. Ce n'était pas une chorégraphie élaborée comme celle du Centre Pompidou, mais quelque chose de plus intime et personnel. Elle dansa une pièce qui parlait de recommencement, de trouver la beauté dans les endroits les plus inattendus. Pendant qu'elle dansait, des images étaient projetées sur les murs, des photos de l'ancien projet social, de la construction du nouveau centre, des enfants en répétition.
C'était une célébration non seulement de son parcours personnel, mais de toutes les vies qui s'étaient entrelacées pour créer quelque chose d'extraordinaire. À la fin de sa présentation, Sophie fit quelque chose d'inattendu. Elle invita tous les enfants présents à la rejoindre sur scène. En quelques minutes, l'espace était rempli de petits danseurs improvisant leurs propres mouvements, leurs rires et leur joie, remplissant l'environnement d'une énergie contagieuse. Mathieu observait tout depuis le premier rang, son cœur débordant d'émotion. À un moment donné, entre cette première rencontre dans la rue et aujourd'hui, il n'était pas seulement tombé amoureux de Sophie, mais avait redécouvert une partie de lui-même qu'il croyait perdue, sa capacité à s'émouvoir, à se soucier, à voir la beauté au-delà des chiffres et des affaires.